crois qu'on a 2 ou 3 numérotations concurrentes pour cette série d'épisodes. C'est vraiment le bordel. Pardon, c'est vraiment le chantier, c'est le désordre. Essayer d'avoir des mots non oppressifs. Bah, on peut avoir le numéro... on a le numéro 27, en fait. Ça, c'est si sûr. on prend C'est ça, dans l'historique des podcasts. Bienvenue dans l'épisode 27 d'un podcast trans. Ça marche. Le 4e épisode de notre série sur le questionnaire de Proust. Oui, mais en fait, c'est même que le 3e sur le questionnaire de Proust, parce que les questions qu'on s'était posées à Léon n'étaient pas des questions de ce questionnaire-là. C'est pour ça que je dis qu'il y a une série de 3 épisodes. En fait, il y a une trilogie de 4 épisodes. Avec un spin-off. Voilà, au sein des épisodes d'un podcast trans. Et on enregistre ça alors que vous, cher public, avez déjà entendu l'épisode 28 et qu'on n'a pas encore enregistré l'épisode 27. Et j'aime beaucoup ce genre de paradoxe temporel. On est carrément dans un truc à la Star Wars, en fait. Tu m'étonnes que tout le monde est fan de cet univers. Et ce serait vraiment bien qu'on arrive à le sortir vite pour pouvoir annoncer, et on en reparlera aussi. On fait un enregistrement public du podcast le 13 octobre à Paris, à la Bellevilloise, au sein d'un festival de podcast qui s'appelle Pod Paris, qui nous a invités. Et voilà, il faut venir. J'ai aucune idée de si c'est gratuit ou payant, mais je sais que c'est à la Bellevilloise, de mémoire rue Boyer dans le 20e. Et là, on va essayer d'avoir vraiment tout le monde. Ouais, c'est ça qui va être trop bien, c'est qu'il y a vraiment tout le monde qui est là, quoi, quasiment. Ouais. Donc, l'équipe actuelle, plus l'équipe de l'épisode 28, donc Chloé et Zélie, plus Anne. C'est Cléo. Oups. Désolée, je t'aime bien, tu viens toujours. Et Anne du podcast Polycule, qui viendra exprès d'Amsterdam pour enregistrer avec nous. Il manquera que Malé. Ouais. Qui reste dans sa petite campagne et on pense fort à lui. Ouais. Ce podcast sera à Pod Paris. Venez vibrer au rythme du podcast le temps d'un week-end. Rendez-vous au Festival du podcast les 12 et 13 octobre 2024, Paris 20e. Podcast sur scène, table ronde et divers ateliers créatifs vous y attendent. Informations et programmes sur podparis.fr. Entrée gratuite. Allez, moi c'est Louis. Ok, je m'appelle Jenna, pronom elle. Je m'appelle Charlie, pronom il. Et moi c'est Mieke, pronom elle. Nickel. Comme ça. Qu'est-ce qu'on est pro. Oh là là. Wow. Au bout d'un moment, je pense que effectivement, on va prendre la grosse tête à force de se professionnaliser comme ça. C'est super, ça nous vient complètement naturellement en plus. Tu vois. Oui, c'est ça. C'est aussi le 30e épisode d'un podcast trans que j'enregistre là ce soir. Parce qu'il y a eu des hors-séries et tout ça. Et voilà. Sans transition, c'est parti. Allez, c'est parti. Quel livre vous avez sur votre table de chevet mais que vous n'allez jamais lire ou jamais finir de lire? J'en ai tellement. Est-ce que tu arrives à citer des titres à force de les voir en t'endormant? Alors, sachez que j'ai littéralement été faire mon petit shopping de meubles il y a genre 2 semaines parce que j'en avais marre d'avoir une pile de livres posés à côté de mon lit et puis j'avais des trucs sur mon bureau qui fait que je range tout ça. Donc j'ai une nouvelle petite bibliothèque dans le coin de ma chambre là-bas. Donc je peux vous les lire d'ici si vous voulez. Il y en a un certain nombre que je ne lirai pas, je pense. En fait, par exemple, j'ai acheté le livre PD. Qui a été écrit par il y a plusieurs auteurs qui ont participé. Et pour le moment, c'est pas du tout dans ma liste de choses à lire, mais je voulais absolument la voir parce que pour soutenir la cause, parce que ça me fait plaisir de l'avoir chez moi. Donc, et j'espère à un moment donné réussir à le lire, mais pour l'instant, c'est vraiment pas envisagé, en tout cas.
C'est marrant parce que moi, c'est l'inverse, on me l'a prêté, donc je l'ai lu et je l'ai dévoré. Et du coup, genre, maintenant, j'ai envie de l'avoir, tu vois. Et du coup, j'ai un peu ce truc de genre, je l'ai lu, mais je l'aime pas. Hmm. Moi, il y en a un qui est assez simple, qui s'appelle Saga islandaise, qui était c'était un espèce d'énorme bouquin avec genre des tentacules dessus. Enfin, genre, la version me donnait trop envie et c'était un peu en mode, oui, du coup, les légendes d'Islande et tout. Et j'étais en mode, oh, trop bien, ça a l'air trop cool. Et c'est principalement des récits vikings écrits par des personnes très académiques qui ont dit que, genre, pour garder la pureté originelle du texte, ils ont traduit, mais en gardant des tournures de phrases similaires à ce qui s'était dit. Du coup, c'est illisible. Voilà, c'est juste chiant à lire. Moi qui ai déjà du mal à lire de base, genre c'est le bouquin, il est vraiment très épais, c'est des petites pages fines et genre c'est très intéressant. C'est beaucoup des récits de guerre et de genre ah tu as tué mon mari donc du coup genre je vais aller faire des enfants avec, je vais me marier avec toi, faire des enfants avec toi, envoyer ces enfants dans la forêt jusqu'à ce qu'il y en ait un qui revienne vivant pour qu'il soit assez fort pour qu'après il puisse te tuer pour que je te venge. Et c'est des récits comme ça, voilà. C'est fascinant et genre je pense que je ne finirai jamais ce bouquin. La façon dont on parle, ça me rappelle des livres qui ont été sur des tables de chevet du passé et que j'ai décidé de ne pas lire après les quelques premières pages, comme Orange Mécanique ou Trainspotting, où je m'étais dit ok, j'ai vu le film, peut-être que... Et en fait, c'est écrit dans soit avec du vocabulaire incompréhensible parce que c'est de la science-fiction, soit une retranscription d'accent écossais à l'écrit. Et donc il faudrait genre le prononcer dans sa tête pour arriver à deviner ce qu'il dit. Et du coup non, c'était pas la peine, c'était laborieux quoi. Et là ma réponse, récemment seulement j'ai décidé de ne plus garder sur ma table de chevet un livre qui doit être là depuis genre 5-6 ans, je ne sais plus, qui est The Gun Seller de Hugh Laurie, que j'ai dû commencer à lire quand je regardais Dr House en me disant ce mec-là, il a l'air drôle. Et voilà, il a écrit un roman, je vais lire son roman. Et en fait, j'ai jamais réussi à rentrer dedans. J'ai lu la moitié du livre en m'accrochant. Je suis incapable de dire de quoi il parlait. Donc il faut assumer, quoi. À un moment donné, je vais m'en débarrasser. Mais du coup, j'ai pas de réponse actuelle parce que les livres que j'ai sur ma table de chevet, c'est vraiment... genre le best-of de la littérature trans-francophone des 5 dernières années. Donc il y a Mike, Lexi, Talma Desta, des gens comme ça, où je me dis, oui, je vais les lire, évidemment. Enfin, je les ai achetés exprès pour, quoi. Voilà. Si tu mets le mien dans le best-of, je veux pas savoir ce que tu mets en bas de la pile, du coup. Hein, parce que... Je les achète pas, ceux qui sont en bas de la pile. Voilà. Alors, j'ai pas de table de chevet, vu la configuration de mon lit. Mais si on prend du coup le livre qui traîne au pied de mon lit, plutôt qui a traîné et que je ne finirai pas, c'est un bouquin qui s'appelle La relation d'aide et la psychothérapie de Carl Rogers, qui est un psychothérapeute américain qui, en gros, j'ai commencé à découvrir un peu le bonhomme quand j'ai été formée à l'écoute active. Et donc, après, je m'étais dit, c'est génial. Et puis, j'ai acheté 2 pavetons de Carl Rogers. Et celui-là, en fait, je lis 10 pages. Et à un moment, je le pose. Oui, on verra plus tard. Et sachant que ça fait quelques années que j'ai vraiment du mal de lire, je suis tombée dans un creux là-dessus. J'étais très contente pendant les vacances là, de réussir à reprendre un roman. J'ai lu des Transition Baby qui m'a foutu une bonne baffe. Et j'étais contente de le lire vite et de le terminer. Mais ouais, non, ce livre-là, celui de Carl Rogers, là, je pense qu'à un moment, il va falloir que j'accepte qu'il l'intégrera à la bibliothèque et puis qu'il fera comme les gens prétentieux, tu sais, regardez, j'ai tel ou tel bouquin dans ma bibliothèque et voilà, celui-là pour le coup, il faut que j'assume que je ne l'aurais pas lu. Moi, pour le coup, je suis très honnête il y a une partie de la bibliothèque qui sont dédiées aux bouquins que j'ai pas encore lus.
et ils sont rangés comme ça en fait. Et du coup, genre, je peux, genre, des fois, prendre des potes qui font ah ça, et je fais bah ça, je les ai pas lus, juste pas encore lus. Genre, c'est une pile à lire, mais qui est rangée dans ma bibliothèque. Ah, j'en citerai bien un autre, mais alors celui-là, en fait, c'est un peu comme Jenna, c'est la pile du passé. J'ai été hyper fan à une époque de Frank Herbert, donc l'auteur de Dune, hein, notamment, qui était un type horrible à côté de ça. Hein, c'est vraiment une pourriture. Euh, il était homophobe au dernier degré, notamment vis-à-vis d'un de ses fils. Donc voilà, petit disclaimer. Par contre, donc moi j'avais complètement mordu à ses bouquins. J'avais lu tout le cycle de Dune. J'avais lu d'autres romans qu'il a pu écrire, parce qu'il a vraiment écrit des trucs qui étaient fascinants. Et il y en a un qui s'appelle L'étoile et le fouet. Et alors celui-là, je sais pas pourquoi, j'ai commencé 30 pages. Il y avait 100 nouveaux mots, genre de novlangue de science-fiction. Et mon cerveau a fait non. Non. Et je comprends pas, parce que c'est pas ce qu'il fait d'habitude. T'as quelques termes comme ça, un peu. Mais dans tous les bouquins de SF, tu as ça. Et là, voilà, tu en as une liste sur les 30 premières pages. Et non, en fait. Ça m'a complètement bloqué. Donc ça se trouve, le bouquin est excellent. Mais c'était juste chiant. Encore si la transition, c'est en parlant de science-fiction. Si vous pouviez avoir un super pouvoir, n'importe lequel vous choisiriez? Charles, tu as l'air très excité de répondre à cette question. Vas-y. Oui, mais je ne veux pas répondre en premier à chaque fois. Oh, je peux répondre en premier si tu veux. On pourrait répondre tout le temps dans le même ordre, hein, ce serait même pas grave. Vas-y, Louis, t'as une réponse? Moi, j'ai une réponse, c'est pouvoir parler aux animaux. Mais tu peux parler aux animaux. Non, mais je veux dire, enfin, comment dire, oui, mais tu vois, genre, il y a un certain degré de compréhension que tu peux avoir, genre, par genre, savoir lire leur langage, enfin, genre. Ah, c'est ça, en fait, c'est comprendre les animaux. Bah, en fait, si tu veux, on les comprend déjà, c'est-à-dire que j'ai un pote qui a très peur de tout ce qui est vivant sauf lui. Du coup, j'arrête pas de lui dire qu'en fait, avec les animaux, c'est comme apprendre une langue, en fait. C'est une fois que tu sais lire le langage corporel d'un chat ou d'un chien, tu sais, en fait, si là, c'est un moment où tu peux interagir avec l'animal ou pas, ou si l'animal est à l'aise d'interagir avec toi ou pas. Ouais. Mais en fait, ça passe ce truc on sait très bien qu'en fait, genre, la plupart des animaux qu'on connaît ont un niveau de communication qui est beaucoup plus grand que ce que nous, on peut avoir, qui se passe beaucoup plus de choses dans leur tête que ce que nous, on arrive à capter, parce que on est des prétentieux êtres humains qui pensons que nous avons la plus grande intelligence, et genre que les animaux ne peuvent pas, genre, tu vois, pendant longtemps, on disait, ah, le signe de l'évolution, c'est utiliser des outils, mais en fait, il y a genre une chier d'espèces, même pas des mammifères qui utilisent des outils. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. À chaque fois qu'on a mis des critères en fait sur genre pourquoi l'humain était supérieur, en fait, il y a plein d'animaux qui le font aussi. Et du coup, il y a genre juste toute cette compréhension, enfin, tu sais, tout ce monde, en fait, toutes ces expériences hyper genre. Et puis j'adore les animaux et j'aimerais trop pouvoir genre pouvoir parler pour pouvoir passer juste ma vie avec eux. Voilà. C'est très mignon comment t'es parti sur ce tunnel-là. Pardon, oui. Non, c'était parfait. Un de mes intérêts quand j'étais petit, c'était les animaux, genre vraiment. Parce que ça a changé. Bah, en fait, je connais beaucoup moins de trucs, tu vois. Enfin, genre, tu vois, Catherine ma daronne adore raconter que, genre, à 3-4 ans, je me baladais dans le salon en disant, est-ce que vous saviez que la baleine, c'est un cétacé? Et genre, citer juste des classifications d'animaux, tu vois, genre. Ok, dans ce sens-là, moi, je pensais que c'était juste, voilà, parce que tu nous parles tout le temps d'animaux, donc c'est pour ça que, ok, oui, non, c'était en fait, tu apprenais des faits sur tout un tas d'animaux différents. Ok, je l'avais pas du tout compris comme ça. Oui, j'étais connu dans ma famille pour ça. Est-ce que c'est Truelle? Ok. Sous Truelle. Cet épisode est interrompu de mon côté pour faire un bisou à mon partenaire qui va s'en aller. Mais je vous écoute avec une oreille. Bisous aux gens qui nous écoutent également. Bah, on peut faire une interruption, cela dit. Enfin, c'est comme tu le sens. Oui. Ceci est une interruption volontaire de podcast. C'est tout mignon. Oui, vous êtes trop mignon. Un bisou. Désolé. Ok, c'était très mignon.
Je pense que ça fait partie des interruptions complètement autorisées. Très bien. Faut que je lui envoie un message. Je c'est impossible, sinon je l'oublie. Oui, pardon, je vous interrompu dans vos pouvoirs. Quel pouvoir souhaitez-vous avoir Mika. J'ai 2 réponses, moi, en fait. J'ai une réponse très très cheatée, mais qui est vraiment cheatée, qui est de dire, moi, en fait, j'aimerais bien que mon pouvoir, ce soit de pouvoir m'approprier les capacités et les pouvoirs des différents personnages de fiction que je connais. Et à partir de là, voilà, Ouais, ça fait je le bon choix. comprends que ce soit une forme de tricherie. Mon vœu, Ah, c'est c'est d'avoir hyper 1000 cheat. vœux. Ouais, mais tu noteras que c'est un peu plus subtil que ça. Mais c'est totalement cheaté. Il y a une meuf dans les X-Men qui emprunte le pouvoir de quelqu'un quand elle est en contact avec. Et Ouais. ça, je trouve ça chouette parce qu'il y a quand même une action à faire et pas juste genre, hey, j'ai regardé Superman et du coup je vole, quoi. Oui. Quand elle le fait, les gens ils se sentent pas bien. Voilà, c'est ça. Elle les tue. Si elle le fait trop longtemps, elle les touche trop longtemps, ouais, et t'as tout un arc sur le fait que genre, tout C'est des dents et tout, Malicia, c'est ça. C'est Malicia, oui, en tout à fait. français, ouais. Je crois que c'est Misty. Il y a une petite contrepartie, comme c'est un peu cheaté, il faut payer le prix, quoi. Ouais. Qui est une des protégées de Wolverine dans la série animée X-Men, d'ailleurs. Bref, c'est une grosse figure. Pardon, je suis en train de nerder sur X-Men. Nique. T'avais 2 réponses. C'est toujours compliqué de choisir en fait parce qu'il y a plein de trucs, mais je crois que ces derniers temps, vu la distance qui me sépare des personnes que j'aime, j'aimerais juste pouvoir me téléporter en fait. Là, c'est très très basique et c'est très égoïste, mais en fait, égoïste non, puisque c'est pour être avec les personnes que j'aime, donc c'est pour elles aussi, mais ouais. Ouais, c'est mon premier réflexe, la téléportation aussi. Là, le fait d'avoir un bébé à 4 heures de train, 2 amoureuses à 3 fois ça, c'est ouais, pas simple. Donc téléportation et je crois que la capacité de voler m'intéressait à un moment donné, ou en tout cas de sauter très haut, probablement accompagné d'une frustration de ne pas savoir utiliser mon corps. Voilà. Et toi, Charlie? Je vais être hyper original parce que je vais dire la téléportation. Et moi, c'est vraiment pour l'aspect voyage très loin qui m'intéresse. Donc, pas la téléportation où tu peux te téléporter que là où tu as déjà été, mais vraiment pouvoir te téléporter n'importe où parce que, vas-y, le bilan carbone, c'est chiant. Et si je pouvais juste me téléporter en Nouvelle-Zélande, je l'aurais déjà fait. Donc, Moi, voilà. c'est rigolo là, que tu parles de la restriction de uniquement dans un endroit où tu es déjà allé. Parce que on parle d'un super pouvoir et tu parles d'une restriction comme si elle était genre logique. C'est Et parce que dans ça doit pas être une mal restriction magique dans un univers en particulier. C'est pas que dans un univers en particulier, il y a pas mal d'univers où la téléportation, elle marche avec un système de portail. Donc, soit tu peux te téléporter que dans un endroit où tu as déjà déposé un objet magique ou un portail ou un machin ou un truc et du coup, tu as des bases. Oui. Soit il faut déjà avoir vu l'endroit, donc tu peux te téléporter que dans un endroit que tu as déjà vu. Donc, ça peut marcher avec des photos aussi. Enfin, ça dépend vraiment des systèmes de C'est magie. dans ou Zelda de- ou dans Diablo, effectivement, quand tu marches sur la pierre. Donc, Ouais. Ouais, et c'est quand même. Il y a un truc. Parce que, on n'a pas cité de restriction. Jenna ou moi dans ma tête, il n'y a pas de restriction. C'est-à-dire que si je peux me téléporter juste à côté d'Elon Musk, voilà, et repartir chez moi tranquillement, je le fais. Pour que son fond n'est pas monétisé ou pas, pour que ce soit plus radiophonique, j'ai fait une ligne de stab avec ma main. Ah, je croyais que tu te brossais les dents, moi. Oh bah non, il n'y a pas de violence. je suis en train d'imaginer un moyen de le troller. Parce qu'après tout, si on a de la téléportation et qu'on peut être juste là pendant une demi-seconde, mais qu'on se relaie, et tout le monde peut avoir l'occasion de lui mettre une claque, et que ce soit un flux Sinon- ininterrompu de claques par Sinon, toutes les meufs tu- trans du monde. C'est ça, Coucou. Ou alors tu te téléportes avec son ex-femme, tu lui roules un patin et tu repars. Ah non, quelqu'un l'a déjà fait. Consenti, Oui. voilà.
Mais c'est pour ça que, en théorie, enfin, peut-être que c'est moi qui me limite ou quoi que ce soit, mais la plupart des pouvoirs dans les univers ont toujours été conçus avec des contreparties, avec des limitations, avec des machins. Mais Genre, c'est t'as une la force. volonté de coller à des règles physiques quand même, en C'est fait. ça, t'as une force illimitée jusqu'au jour où t'es plus digne d'avoir cette force, ou jusqu'au jour où, parce que t'as fait Mm. quelque chose, et bah t'as plus le droit d'avoir cette force-là. Bah, T'as le sur droit la de voler. téléportation, en théorie, ça devrait utiliser énormément d'énergie, par exemple. Euh, donc, il pourrait y avoir une restriction soit de distance, soit de prix, soit de bilan carbone quand même. Enfin, voilà. Bah, soit de temps que tu peux mettre entre deux téléportations, tu vois, enfin des trucs comme ça. Ouais. Ou de Justement, tu peux pas nombre de trop te téléportations téléporter. totales dans ta vie à cause des irradiations. Mais peut-être que c'est juste moi qui me limite et qui suis bête et que en fait tous les pouvoirs devraient pouvoir être illimités parce que là de toute façon on dit ce qu'on veut donc on peut dire bah je veux le téléportation illimitée merci beaucoup chef et c'est pas grave. Tout à fait. Moi, j'ai pas mis de limite, hein. Sinon, shape-shifting, hein, comme toutes les personnes trans. Oui le pouvoir trans classique. C'est vrai. Le shapeshifting, c'est le truc que j'aurais répondu hyper facilement avant. Mhm. Et j'avais toujours justement des grosses réflexions très logiques et biologiques là-dessus. Qui était de dire, mais finalement, si tu changes de forme, de corps, etc., bon, concrètement, tu contrôles tes cellules. Donc ça veut dire que concrètement, tu devrais aussi avoir un truc qui soit assez proche du pouvoir de Wolverine, de la régénération cellulaire, et donc du coup que t'es... Ouais. Et il y avait toujours le... Après, il y avait la meuf qui a fait des études de sciences qui faisait, mais de toute façon, c'est pas possible, parce que ton cerveau, ta mémoire, ta personnalité, c'est des connexions entre tes neurones, alors si jamais tu changes, ben ça peut pas rester, donc ça va pas. Voilà, donc... Pour ouais. prendre le contre-pied de ça, nous sommes déjà des shapeshifters. C'est juste que ça demande de l'effort. Et je pense que le super pouvoir qu'on veut, c'est de pouvoir obtenir des trucs sans effort. Moi, il y a aussi des trucs que je voudrais avoir, mais genre juste, tu vois, une fois, pour essayer. Mhm. Ah, je pensais que tu allais dire lequel, mais... Ah, bon, on peut, hein, je ferai pas de phalloplastie ou quoi que ce soit, des trucs comme ça, parce que enfin, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais genre, j'aimerais bien, genre, juste, si je pouvais, genre, juste en avoir un pénis, genre, et essayer juste une fois, juste pour voir. Voilà. Mais genre, j'en ai pas plus envie que ça. Enfin, je suis beaucoup trop bottom pour ce genre de truc. Mais, euh, mais du coup, ça ne m'intéresse pas suffisamment pour que je me dise, j'ai envie de pouvoir me faire du shape-shifting, je préfère parler aux animaux. Hmm. J'imagine un bail comme dans le dessin animé là, la famille Madrigal tout ça là où chaque personne a un pouvoir donc j'ai le pouvoir de l'enfant qui parle aux animaux exceptionnel 20 sur 20. Mais j'imagine vraiment un enfant Camélio qui acquiert le pouvoir de shapeshifter et qui est juste en mode bah du coup je vais shapeshift en meuf random et rester comme ça toute ma vie et vous allez pas poser de questions. Voilà. C'est dans ma tête maintenant. J'aime bien ça être canon. C'est pour ça que je dis qu'on est déjà des shapeshifters. Moi, j'ai l'impression d'avoir fait exactement ça, en fait. J'ai shapeshifté dans le corps d'une meuf random. Maintenant, je suis pas mal. J'ai pas vraiment Bah, l'impression. t'as eu de la chance au lancer de dés, alors si c'était complètement random, je trouve. Je vérifie que je suis sur mon. Ouais. Charlie, il a mentionné Disney, du coup, on va parler un peu d'enfance. Et c'était quoi votre bouquin préféré quand vous étiez enfant? Je peux Je pas peux répondre à cette répondre question. en... Pour des raisons légales, je peux pas répondre à cette question. What? Pourquoi? tu, Pardon. tu peux pas lâcher un truc comme ça et ne pas dire ce que c'est, du coup. Non, vas-y, Nico, t'allais répondre. En fait, c'est parce que Charlie a signé une NDA qui l'empêche de révéler qu'il a été conçu dans une éprouvette et qu'il est né à l'âge de 25 ans. Exactement. D'ailleurs, il J'ai n'a commencé pas à de- écrire de la fiction et vraiment, je kiffe. J'attendais vraiment ma réponse parce que moi j'attendais celle de Mickey du coup qui a commencé
à parler. Ouais, allez, c'est très simple. Moi, c'est une série de bande dessinée. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une paire de podcasts. C'est la série Yokotsuno qui m'a vraiment marqué, on va dire, sur la fin de l'enfance et une grosse partie de l'adolescence. Et je n'ai pas besoin d'élaborer plus parce que je pense que c'est assez connu. Voilà. Si vous connaissez pas, ça se trouve assez facilement. Mais moi, j'aimais beaucoup. Et puis, le personnage principal, bah, c'était une meuf. Et c'est curieux quand même. Comme j'étais tellement contente de lire des histoires où c'était une meuf avec du caractère, vachement forte, intelligente, qui était trop classe. Bref, voilà, c'est étonnant quand même. J'ai 2 réponses. La première, c'est Fantomette. Probablement pour les mêmes raisons. Et l'autre, c'est L'île mystérieuse de Jules Verne. Et c'est déjà l'idée de trouver un territoire vide, reconstruire une civilisation sans être emmerdé par les gens. Je pense que ça me parle encore. Je crois que j'aimerais bien le relire. Pour me rendre compte à quel point je m'en souviens bien, parce que ça fait partie des livres que j'ai lus plusieurs fois. Et toi, Louis? Je peux pas dire. Moi, c'est assez facile. C'est les deux les deux petits romans La rivière à l'envers de Jean-Claude Mourleva, parce que c'est un truc qu'on nous a fait lire en primaire et que j'ai adoré et que j'ai relu déjà plusieurs fois enfant et que je me suis acheté adulte et que j'ai relu adulte et que je trouve genre juste trop incroyable. C'est le pitch, c'est un adolescent qui a une petite boutique dans laquelle il vend plein de trucs, genre très random. Et un jour, il y a une gamine qui arrive parce que du coup, elle a un petit oiseau qui va mourir et elle lui demande si il a de l'eau de la rivière à l'envers. Parce que cette eau est censée pouvoir donner l'immortalité en fait à quiconque la boit. Et après, en fait, c'est juste une quête sur remonter cette rivière, trouver cette rivière, la remonter et tout ce qu'ils vont trouver de merveilleux en chemin et se perdre et se retrouver. Et voilà. Et c'est très beau, c'est très poétique, ça se lit très très bien, c'est vraiment, c'est tout petit. Et même avant de les relire là récemment, j'en avais encore des souvenirs très 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 clairs. Donc voilà, je recommande que vous soyez adulte ou enfant. Bah, moi, mes livres préférés quand j'étais enfant, c'était Harry Potter. Ah, c'est pour ça. Voilà, Ah oui, Mais le t'avais fait de- l'excuse de l'enfance. Moi, je les ai lus adultes. Non, moi, je les ai lus quand j'étais enfant. J'ai fait la queue devant la librairie pour la sortie du 7e. Je suis, à l'heure d'aujourd'hui, incapable d'oublier tout ce que je sais sur Harry Potter et je sais Mais beaucoup de oui. choses. Mm. Et ça pourrit dans mon cerveau. Voilà, c'est très désagréable. J'aimerais pouvoir me rappeler de choses et pas de ça, si possible. Voilà, si on peut faire un trade, Ouais. si on pouvait enlever un petit peu d'amnésie traumatique et puis mettre un petit peu de... Enfin, et prendre le Harry Potter à la place, genre ça m'arrangerait. Je me suis rendu compte récemment, en parlant avec quelqu'un, que j'ai commencé à oublier des choses. Hmm. Je trouve que c'est le principe de se remémorer, enfin de garder en mémoire des choses, c'est qu'on se souvient de la dernière fois qu'on y a pensé, en fait. Et du coup, c'est une mémoire qui s'entretient si on y repense régulièrement et qui finit par mourir quand on n'y pense pas. Et on était là et j'étais en train de ne plus me souvenir du nom de la moitié des protagonistes. Et j'ai dit, en fait, ça fonctionne. Il y a des trucs qui vont rester, évidemment, comme des sensations, des images, des choses comme ça, mais finalement, ça devient moins important et ça me fait du bien. Ça m'a fait du bien de le constater.
Non, moi j'ai un niveau de connaissance débile de la saga. J'ai vu chaque film plus d'une cinquantaine de fois, je pense. Ouais. J'ai lu chaque livre plus d'une dizaine de fois. Ah ouais. J'ai fait tous les quiz internet possibles et imaginables. Et aujourd'hui, globalement, on me pose une question sur un événement mineur d'un livre ou d'un film. Je sais répondre à la question. Donc voilà, J'ai si Johan nous entend, si tu pouvais arrêter d'être transphobe et donner tout ton argent au cause trans, ce serait vraiment super. Merci à toi. ouais. Ouais. J'ai trouvé aussi que avoir une bonne connaissance, alors certainement pas au niveau de la tienne, mais ça permet maintenant, avec du recul, de pointer du doigt les trucs vraiment problématiques Ah oui. qu'on laissait passer à l'époque et Ouais. qu'on n'aurait pas dû laisser passer, quoi. Ouais. Je te rejoins complètement parce que la dernière fois que j'ai lu ces livres, c'était il y a 3 4 ans, donc elle était déjà partie dans des salles bail, mais j'avais le grand qui avait un peu mis le nez dedans à l'époque et qui voulait, on avait commencé à lui lire le premier, et puis bon, j'avais en relisant en fait, ça m'a vraiment, en fait paradoxalement ça m'a fait du bien de relire et de me dire mais c'était pas si bien, et puis Hmm. oh oh putain mais ça en fait ça craint carrément. Et on a lu comme ça avec Arthur jusqu'au quatrième livre, parce qu'à l'époque, il était petit, de toute façon, ça commençait à devenir un peu plus sombre. Et là, il serait hors de question, même avec des gants, que j'en sorte un, en fait. Il les lira s'il veut, enfin voilà, je veux dire, maintenant il sait lire. Et on a eu une conversation il y a peu de temps, justement, sur le pourquoi, quand il me demandait un truc Harry Potter, c'était non, Mm. systématiquement. Et bah, il comprend, mais après, c'est pas. Enfin, je vais pas faire je vais pas faire la police là-dessus. Il, il fera ses choix. Mais ce qui est certain, c'est que, ouais, le fait pour moi d'avoir relu les premiers livres, là, il y a 3 4 ans, ben, c'est dans mes souvenirs, c'était mieux. Mais dans mes souvenirs, c'était il y a 2 décennies maintenant. Ouais. Parce que je les avais pas relus entre temps. Donc, ben, c'est pas plus mal. Alors qu'effectivement, hein, Charlie, j'ai fait comme toi, sauf que comme Diana, j'étais bien, bien adulte, la queue devant les magasins pour avoir. Je crois à l'époque c'était le cinquième ou le sixième tome, et on l'avait acheté avec mon ex, on avait acheté en anglais avant de l'acheter en français, parce qu'il était sorti en anglais avant. Mais c'est tout. Enfin, j'ai pas de regret là-dessus, parce qu'à l'époque, on savait pas que c'était un sac à merde en fait. C'est sûr. Oui. Très bien. Ouais. J'ai regardé il y a une semaine une vidéo qui s'appelle The Consumerist Dystopia of Harry Potter. C'est une youtubeuse qui s'appelle Verily Beachy. Et voilà, 38 minutes pendant laquelle elle explique finalement que il y avait de quoi y voir un truc cool en tant qu'enfant, mais que c'était déjà un produit qui était marketé pour vendre des livres. Enfin, vendre des jouets surtout. Et, et que... Comme Star Wars. Enfin, voilà, c'est... Il n'y a pas de gentil dans ce film, dans cette saga, quoi. Enfin, c'est... Enfin, voilà, je vous laisse aller voir le... Anyway. Je vais faire un petit pic gratuit, j'en suis là par réponse tout de suite. Oui. Donc, pardon, ça me fait, ça me fait ah, voilà. Parce que on a beaucoup parlé avec ma coloc du coup de l'attachement émotionnel à des œuvres de personnes qui sont vraiment pas correctes, notamment par rapport à mon attachement émotionnel énorme aux Red Hot Chili Peppers Mhm. et au fait que genre bah, le chanteur c'est une terrible personne et que du coup en fait je suis en plein c'est très compliqué pour moi de process tout ça parce que j'ai appris plutôt récemment à quel point c'était une horrible personne.
mais leur musique fait tellement partie de ma vie depuis que genre je suis tout petit que genre c'est très dur de détacher ça de ma vie. Ouais. Bref. Euh, Tu peux pas les cancel de ta vie non plus, hein. Enfin, il y a un truc de toute façon, tu peux t'appuyer sur la chronologie, ouais, voilà. Description audio, Louis montre un tatouage. c'est une référence. Alors, genre, tu sais pas que c'est une référence au Red Hot, mais enfin, quand j'en ai parlé avec ma tatoueuse, je me dis merci, Je Jyoti. sais pas, c'est un gros piment rouge et fumant. Non, bref. Pardon. Je déborde. Est-ce que vous avez un rêve récurrent? Et si oui, lequel c'est? Est-ce que vous pouvez le décrire? J'ai un rêve récurrent que je n'ai pas fait depuis longtemps, qui est un voyage en avion et les minutes qui précèdent l'accident. Quand l'avion commence à arrêter de voler, qu'il tombe, et d'être la seule personne calme au milieu d'un avion en train de panique. Et ça fait un moment que j'ai pas fait ce rêve, et juste là, en y réfléchissant, possible que avoir moins envie de mourir, joue, que ce rêve était assez clairement le fait d'être prête à ne plus vivre. Donc c'est probablement positif de ne plus faire ce rêve. Mais j'y vois aussi, de manière beaucoup plus prosaïque, le fait que là, donc c'était depuis 2 jours, la rentrée des classes dans mon nouveau travail, et la raison pour laquelle j'ai été embauchée. Et de voir aussi que dans ces circonstances-là, je suis la seule à être calme au milieu de salles qui paniquent, que j'ai déjà été libraire la veille de la rentrée des classes, et que c'est facile de se laisser emporter par la panique, mais moi je reste calme au milieu. Et c'est ça mon super pouvoir. Donc ça c'est cool. L'autre rêve récurrent que je fais, c'est des références à la petite fille dont j'ai participé à l'éducation dans ces 5 premières années. Et j'ai l'impression de continuer à la voir grandir dans mes rêves. Voilà. Moi, j'ai pas de rêve récurrent, que des cauchemars. Du coup, peut-être je les décris pas. Peut-être c'est mieux pour tout le monde si je décris pas. Mais j'ai des cauchemars récurrents et le plus ancien, il date de mes 7 ans, je crois. Oh, wow. Mm. Genre, c'est que je me souviens jamais de ce que j'ai rêvé ou pas. Mais depuis un moment, je pense que c'est les médicaments. Et aussi parce que on en parlait encore une fois avec ma super Marianne, que je suis sûrement sur le spectre de la fantaisie. C'est-à-dire que genre je vois pas vraiment bien, enfin je me projette pas mentalement aussi bien que genre la majorité des gens. Mhm. Genre et que du coup ce qui fait que bah forcément mes rêves sont plus flous et que du coup bah genre je m'en souviens moins. Ouais. Et je fais des paralysies du sommeil régulières qui sont quasi toujours les mêmes. Mais pareil, ça c'est pas forcément un truc très chouette. Euh, mais qui sont d'ailleurs qui sont comment dire pas si terrifiants que ça. Alors, je vois pas un monstre, je vois pas genre j'ai pas la sensation de pré-chat ou quoi. C'est juste que j'ai l'impression d'être réveillé. Genre je ne peux pas bouger et enfin ma tête ne bouge pas, mais j'ai l'impression que j'arrive à bouger le reste de mon corps. Et j'essaye d'attraper mon téléphone pour appeler quelqu'un à l'aide, mais genre je ne vois pas ma main bouger. Enfin, du coup, je vois pas mon télé. Genre, j'ai l'impression que j'ai la sensation d'attraper mon téléphone, mais devant mes yeux, en fait, mon téléphone est juste là, il n'y a pas de main dessus, il bouge pas. Et voilà. Et je reste bloqué comme ça jusqu'à ce que mon cerveau tilte et genre, je me réveille en mode ah, mais non, en fait, j'avais pas du tout les yeux ouverts, j'étais pas du tout en train d'essayer d'attraper mon téléphone, j'étais juste en train de me réveiller. Et toi, Mika?
Non, moi je suis quelqu'un qui rêve beaucoup et généralement je fais des rêves assez barrés, assez imagés, colorés, qui ont pas toujours de sens et qui mélangent toujours des choses, enfin genre tu vois des lieux du passé, des événements actuels, des trucs, c'est un peu bordélique. Il y a eu un shift sympa ces dernières années où clairement mon cerveau me représente au féminin dans les rêves systématiquement. Et c'est un vrai shift qui s'est fait euh, de manière perceptible en fait. Et justement, je me souviens assez bien de mes rêves. Côté rêve récurrent, il y a eu quelque chose qui justement n'est plus revenu ces dernières années, ces 4-5 dernières années, qui était que je rêvais beaucoup du frère de ma mère, qui est une personne avec qui j'avais en tout cas, je pensais avoir une relation correcte et assez proche jusqu'à ce que je sorte à peu près de l'adolescence. Et puis ma mère s'est fâchée avec lui pour d'excellentes raisons. Et il y avait une partie de moi qui avait un peu de mal à se détacher du fait que c'était une personne qui serait plus dans ma vie. Et puis finalement, il y a 6-7 ans, c'est pas vraiment en lien avec ma transition en l'occurrence, mais je crois que j'ai vraiment un moment percuté de me dire mais en fait, cette personne fait partie des nombreuses personnes de ta famille héritées qui ne t'apporteraient absolument rien aujourd'hui. Pourquoi tu t'encombres avec ces gens? Et je ne rêve absolument plus de lui. Parce qu'en plus, souvent, c'était lui, puis mes cousins, et ci et ça. Mais de la même manière que consciemment, je sais que aujourd'hui, mais je le croiserais dans la rue, j'en aurais rien à foutre. Donc il y a ça. En plus récent, et je me pose toujours la question de pourquoi, parce que c'est pas vraiment un cauchemar, mais c'est pas agréable. Ça fait 2-3 ans que, peut-être une fois par mois à peu près, je rêve que j'avale un truc que je devrais pas avaler. Et souvent je me réveille en toussant en fait, concrètement, enfin en essayant d'expulser quelque chose que concrètement je n'ai pas avalé, enfin j'ai rien avalé du tout. Mais il y a vraiment cette panique dans le rêve d'avoir avalé, je sais pas moi, un morceau de plomb, un truc qui va... Enfin, vraiment un truc... Et c'est angoissant. Ouais. C'est pas aussi flippant qu'un cauchemar, parce que des cauchemars, quand j'en fais, c'est vraiment... si quelqu'un dort avec moi, la personne s'en souvient généralement. Mais c'est... Voilà, là, juste, je me réveille en toussant, en essayant d'expulser un truc, et je... Ça ressemble à, en le prenant dans l'autre sens, tu étais en train, par exemple, de t'étouffer avec ta salive ou un truc comme ça, et ton corps l'a intégré dans ton rêve et a créé quelque chose autour. C'est possible, mais ce qui m'interpelle, c'est que c'est quelque chose qui m'arrivait pas jusqu'à il y a 2-3 ans. Ouais. Okay. C'est le récurrent en fait que j'ai. Je pense que j'ai envie d'aller aux toilettes. Je vais aux toilettes, mais je suis en train de rêver. Et du coup, genre, je me réveille et genre, je suis encore dans un autre rêve et du coup, j'ai envie d'aller aux toilettes, mais je vais aux toilettes, mais genre, en fait, ça fait ça 3-4 fois avant que je me réveille vraiment pour aller aux toilettes. Voilà. Ah, moi, je faisais ça plus jeune, avant de mouiller le lit. Je vois sur mais c'est juste. J'aime bien quand tu le dis. Quand tu le dis comme ça fait vraiment Inception des toilettes dans tes rêves. Je te jure, genre, en fait, c'est un truc alors, quand je me souvenais de mes rêves, c'est un truc qu'on avait discuté avec un de mes frangins, c'est que ça m'arrive régulièrement de me réveiller dans mes rêves, enfin, d'avoir des veilleurs de rêves. Et genre, à chaque fois, on se regardait avec un de mes grands frères, on est d'accord que c'est la pire sensation. Après, quand tu te réveilles, t'es genre, ta vie, ouais, d'accord, c'est genre vraiment le pire truc. Que ce soit un cauchemar ou pas, hein, c'est juste genre une espèce d'épuisement d'avoir passé un certain niveau d'inconscient, je sais pas. Mais genre à chaque fois qu'on en discutait, on était d'accord pour dire que genre de se réveiller dans un rêve, genre que ce soit une fois ou plusieurs fois. Après, quand t'es vraiment réveillé, t'es genre claqué, quoi. La personne que tu as mentionnée, Mike, me rappelle que j'ai un autre rêve récurrent qui est de me disputer avec mes parents, ensemble ou séparément, qui est uniquement verbalement. Mais j'ai déjà eu aussi... ça tourne parfois à la violence physique,
avec un autre membre, avec le mari de ma mère en fait. Et du coup, c'est une violence. Je pense que mon corps n'a pas encore expulsé un besoin de vengeance de tout ce qu'il m'a fait quand j'étais petite en fait. Et du coup, il y a des chorégraphies cinématographiques de baston sur lui dans mes rêves. Ouais. On sont très nuls avec les histoires de. C'est vrai, ouais. J'ai zéro transition pour la suivante. Mais du coup, c'est quoi vos. Non. Quels sont- C'est- Allez, Louis, on va y arriver. Quels Quel est sont pour le vous les mots les plus beaux? Oui, c'est ça. Quel est le ou les mots que vous trouvez qui sont les plus beaux pour vous? Juste parce que le mot est beau ou parce que la chose qu'on met derrière est belle ou Comme tu veux. Comme tu veux. Moi, j'aime beaucoup le mot chrysanthème. Enfin, parce que, genre, je trouve que le mot est joli et, genre, j'aime bien la fleur. Mais, genre, c'est le premier truc qui me vient quand j'y pense. Vous me redemanderez demain, ce sera un autre mot. Mais, Pour le sens, j'ai compassion. À la fois le sens et la construction étymologique. Eh ben, je vais relancer sur ton terme. Pour le coup, pour moi, c'est le terme compersion. Moins pour l'étymologie que pour le sens et pour le sentiment auquel il se connecte. Oui. Et je le connais que depuis quelques années, ce mot-là, mais... Est-ce que tu veux expliquer pour le public qui ne connaît pas forcément? Alors la compersion, c'est le fait de ressentir quelque chose de positif. Moi j'ai tendance à dire de la joie à l'idée que une autre de ses partenaires vivent de belles choses, et généralement de belles choses sur le plan amoureux, mais pas forcément avec nous. Enfin, spécifiquement pas avec nous. Ouais. Donc c'est du vocabulaire polyamoureux. De toute façon, c'est bon, vu les gens qui nous écoutent, il y en a 95% qui savent ce que c'est. Oui, Et mais moi, il faut convaincre j'ajouterais- les 5% restants. Attends, les 95% des gens qui nous écoutent, globalement, c'est le polycule de l'un ou l'autre des membres du podcast. Est-ce que j'ai le droit de faire coucou? Non, mais moi, je l'ai Alors, fait. est-ce que vous nous écoutez et vous n'êtes en relation avec personne de notre entourage? mettez un Si oui, je commentaire et suis 5 étoiles. polysaturée. Hein, C'est ça. je suis désolée. Pardon. Voilà, je suis désolée pour vous, pour les gens qui nous écouteraient, qui seraient pas, par exemple, dans mon polycule. Là, en ce moment, il y a vraiment plus de place. C'est pas J'entends. possible. J'ai pas entendu polysaturé, j'ai entendu Louis t'as saturé. J'ajouterais sur compersion que c'est pas forcément avec ses partenaires, parce que moi je ressens beaucoup de compersion pour mes amis. Et enfin, genre, je l'ai déjà dit, genre, notamment avec Jenna et une de ses partenaires où je suis en mode. À chaque fois que je les vois ensemble, je suis en mode c'est trop bien! Mais, Ouais, je pense que c'est un mot qu'on pourrait employer même pour... Ouais. quand ton entourage ressent de la joie, quelle que soit la source de cette joie, en fait. Parce que c'est un sentiment qui est déjà partagé, enfin, qui est assez commun, d'être content pour quelqu'un. Je sais pas, l'exemple que j'aimais bien, c'est genre, ta sœur a eu un diplôme. Tu y es pour rien, mais t'es contente pour elle, normalement, tu vois. Ouais, mais je trouve qu'il y a un autre sentiment de. Enfin, genre, ça te fait vraiment sentir quelque chose, c'est que tu peux être content pour quelqu'un. Mais, genre, par exemple, tu vois, là, il y a. Bah, dernier exemple qui n'a rien à voir avec personne ici, c'est j'ai une pote qui a pris un espèce de van qui l'a retapé pour qu'elle puisse vivre dedans. Elle est partie faire un tour d'Irlande et un tour d'Écosse avec son chien. Parce qu'elle peut travailler en télétravail et tout. Elle vit sa meilleure vie. Et c'est quelqu'un qui a eu blessure sur blessure et qui a genre loupé 3 saisons de derby à cause de ses blessures et qui du coup en a galéré pendant genre 3 ans de sa vie là. Et là, elle vit sa meilleure vie et genre je suis le plus heureux de la voir vivre sa meilleure vie comme ça, genre à distance en mode de genre bah, je suis trop content. Et genre tu vois, genre c'est pas genre juste comme genre des potes qui vont en voyage, je suis en mode ah cool, tu vas en voyage, genre ça a l'air sympa, tu vois. J'ai vraiment un truc de soulagement et de joie de
enfin, elle peut genre vivre un truc hyper chouette et elle le mérite vraiment et je suis trop content pour elle. Ouais. Je rajouterais que effectivement, là, j'ai jeté un œil à différentes définitions. La définition large qui est donnée dans ce que j'ai pu lire, c'est le fait de ressentir de la joie à l'évocation de la joie des autres, en fait. Ouais. Et ouais, et effectivement, c'est chouette, en fait. Enfin, je sais pas comment formuler ce que je voulais dire, mais je connaissais pas le mot il y a quelques années, mais c'est quelque chose, en fait, qui m'arrivait avant de savoir qu'il y avait un terme spécifique. Mais j'ai l'impression que... Enfin, en fait, je pensais que tout le monde fonctionnait comme ça, jusqu'à ce que je comprenne que c'était pas du tout le cas. Et des fois, ça m'attriste un peu, justement, de me dire, ben, ça devrait, dans une espèce de fantasme d'une humanité chouette et apaisée, ça devrait être une base, une compétence psychosociale, psycho-affective qu'on développe toutes et tous. Oui. Mais c'est pas le cas. J'ai un mot en ce moment qui tourne dans ma tête pour sa sonorité et pour son sens. C'est Oumi. Et c'est comme ça que mon fils s'appelle Po. Et ce trait d'union-là, donc c'est le titre que Po a choisi, parce que tonton ou tata, c'est très genré. Et donc il nous fallait quelque chose de pas genré. Et voilà. Et à chaque fois que je parle à mon fils au téléphone, ou que je vais le voir d'ailleurs, il me demande où est Oumi. Et il demande à dire bonjour à Oumi. C'est très mignon. Et il vient d'avoir 2 ans. Joyeux anniversaire à lui. Charlie, est-ce que tu as un mot? Vraiment pas. Depuis tout à l'heure, je tourne des pages de dictionnaire dans ma tête et j'arrive pas à me dire qu'il y a un mot que je trouve plus beau que les autres. J'ai réfléchi aux sonorités que j'aime bien, j'ai réfléchi aux choses que j'aime bien, mais il n'y a pas. Il y a vraiment rien qui me vient, à part que j'aime visiblement bien les mots qui ont plus de 3 syllabes Moi et dans aussi. lesquels il y a des R, mais pour des raisons, genre le mot cataracte, je trouve qu'il a quelque chose de satisfaisant. Mais J'ai en cherché soi, plein de mots longs et compliqués, il n'y a que Oumi qui m'est venu. Mais les mots cataracte, paraphrase, tu vois, je trouve que c'est des mots qui sont oh, esthétiques. doctorat. j'en ai un pour toi, Charlie. Est-ce que doctorat, ça passe? Joli. Doctorat, c'est joli. C'est moins joli. Je sais pas pourquoi ça. Mais ouais. Vas-y, Jenna. Expelliarmus. Ah, bon, j'ai envie de mourir On va se instantanément, faire alors que ça allait plutôt bien jusqu'à maintenant. cancel. Donc super. Super. Il mérite pas ça. Genre vraiment pas. Mais voilà, donc non, moi rien du tout dans la tête actuellement. Changement de sujet complet. Quel est le pire livre que vous ayez lu? C'est bizarre, enfin, j'ai du mal spontanément à répondre à cette question parce que lire est une activité extrêmement active. C'est pas juste genre subir une série ou un film d'un coin de l'œil. Et du coup, l'idée de continuer un livre très mauvais, c'est dur, quoi. Parce que déjà, continuer à lire un livre qui est bon, c'est pas facile. Mais moi, je pense à plein de trucs qu'on nous imposait de lire pour les études, tu vois. Ouais. Genre, typiquement, genre, la blague que genre, on fait avec les gens de ma génération, c'est genre, on nous a tous obligés à lire l'Assommoir, et genre, le bouquin n'a jamais aussi bien porté son nom, en fait. Enfin, genre, tu lis 3 pages, c'est bon, t'es genre, enfin, tu dors, quoi. Ouais. Le colonel Chabert, c'est bon, voilà, j'ai répondu. Souvenir de... J'ai sorti à mon prof de français à l'époque. Ça l'avait marqué parce qu'il me l'a ressorti quelques années après quand j'étais allée le voir. Je lui ai dit, mais c'est
C'est presque une disgrâce de nous faire lire ça là en troisième, alors que de toute façon, on n'a absolument pas ni l'intérêt, ni la capacité à apprécier un livre qui est écrit par quelqu'un qui est un grand auteur de la littérature française. Et en fait, j'ai essayé de le relire quelques années après. Je me suis arrêtée au bout de 10 pages. Non, c'est bon, en fait. C'était pas une question de temps, c'est juste mauvais. Je sais quel est le pire livre que j'ai lu, en fait, et que j'ai lu en entier, parce que c'est un roman graphique d'un auteur qui fait des trucs dont on ne mentionnera pas le nom, parce que du coup, genre, il était dans les piles de bouquins de ma cousine, et que je l'ai lu en entier, et qu'à la fin, j'ai eu un sentiment de... Je me suis senti hyper mal à la fin du bouquin. Et je sais pas pourquoi j'ai continué à le lire jusqu'à la fin, mais horrible. Voilà. Oh, C'est ça. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. T'as lu ça? Oui, et alors je l'ai lu dans le début de ma vie adulte. Et il faut reconnaître à ce livre, qui est une enfilade de clichés sexistes, que ça m'a donné des clés de compréhension sur les personnes cis, hétéro, binaires et non autistes que je n'avais pas jusque-là, en fait. Et je pense qu'en me fondant là-dessus, j'ai réussi à comprendre comment les gens fonctionnaient et à pouvoir déplorer qu'ils fonctionnent comme ça. Mais jusque-là, je n'arrivais pas à comprendre les relations entre les gens. Donc, il est quand même nul, mais il est nul que parce que les gens fonctionnent comme ça. Le livre en soi est pas nul. C'est génial. C'est un manuel de neurotypique 6-7 ? Je crois que si on le prend comme ça, finalement, en fait, il faudrait pas le faire lire au 6-7. Il faut le réserver aux personnes averties. Ok, c'est presque de l'anthropologie finalement. Ouais. Il faut surtout pas le prendre comme un manuel, en fait. Il faut pas le prendre comme un guide. Moi, je me disais que j'avais jamais lu quelque chose qui vraiment me plaisait pas ou quoi, et du coup, je savais pas trop, donc je cherchais un peu du côté des trucs qu'on avait lus au collège, lycée, tout ça, mais j'ai toujours globalement lu que des choses qui m'ont bien plu. Enfin, tu vois, même on a lu Une vie de Maupassant, c'est pas le livre le plus fascinant que j'ai lu de ma vie, mais j'ai bien aimé. Ouais. Le Bonheur des dames, j'avais adoré. J'ai lu vraiment des choses hyper intéressantes. Le rouge et le Mais noir, j'ai adoré. ouais, oui, carrément. Mm. Mais je pense, je sortais à un moment donné avec une personne qui m'avait dit qu'un de ses livres préférés, c'était L'amour dure 3 ans. Qui est un Marc Lévy ou quelque chose comme ça? C'est un Becbédé. Frédéric Beigbeder. Oh la C'est vache. pire que Ok. ça. Ouais. Et du coup, j'ai lu ce livre. En tout cas, je me rappelle même pas si je l'ai fini. Je me rappelle pas. Je me rappelle de rien, mais je sais que j'ai lu ce livre à un moment donné pour me dire bon bah vas-y, j'essaye. Et que c'était vraiment médiocre. Et c'est la même période que j'ai lu Paris est une fête de Ernest Hemingway pour aucune raison. Et que j'ai détesté aussi. Et j'étais vraiment en mode, mais vraiment, je suis dans une mauvaise passe littéraire actuellement. Tout ce que je lis est nul, donc tout va mal. Voilà, c'est les rares fois où j'essaie de lire quelque chose qui n'est pas de la fantaisie et pas de la recherche, et ça pue la mort. Euh, dans la catégorie lire des trucs infâmes, bah, justement pour ma recherche, je me suis tapé un certain nombre d'articles de psychiatres ou alors des articles dans Le Figaro ou dans Marianne. Et du coup, je sais pas si ça compte, mais vraiment, j'ai lu pas mal de trucs bien pourris dans cette catégorie-là aussi. Mm. Tu le C'est fais vrai. pour qu'on n'ait pas à le faire. C'est beau. Abnégation à 100%. Ouais. Je vais quand même juste glisser un truc rapidement. Moi, il y a un livre que j'ai lu. Quasiment tout le livre était bien. Mhm. Ça s'appelle La route de Cormac McCarthy. Je ne sais pas si vous connaissez. De nous. Non. Et en fait, j'ai tellement été mais déçue sur la fin, les dernières pages, que c'était... la lecture était bien sur 90% du livre quasiment, et les 10 derniers pourcents, j'étais là, ah putain, tout ça pour ça, enfin, cette espèce de trahison par le bouquin.
Et je dis ça, je pense qu'il y a des gens qui me détesteraient en écoutant ce que je dis, mais j'ai... Ouais, je crois que c'est pire qu'un mauvais bouquin qu'on t'impose. C'est un livre qui a l'air super. Et la fin, tout à coup, tu te sens mais absolument trahi et lâché par l'auteur. Ouais. Bon. C'était pas un bouquin, mais ça m'a fait cette épée quand j'ai vu le film Boys Don't Cry, alors que je savais dans quoi je m'engageais. Ouais. Je savais. Et le film m'a fait oublier pendant un moment que ça allait être terrible. Et genre, si tu enlèves la dernière demi-heure du film, c'est un film sur genre un mec trans qui va genre à la campagne et qui va aller vivre à la campagne et qui essaye de faire refaire sa vie en jonglant avec sa transidentité, tu vois. Mis à part le fait que genre ça fait pas, enfin qu'il y a genre que ça fait pas des personnes ici, c'est qu'il y a des trucs qui va pas bien et tout, mais genre vraiment, le film a quand même réussi pendant genre un moment à me faire oublier que ça allait être terrible. Ouais. En parlant de film. Si on faisait un film sur votre vie, qui jouerait le rôle principal? Donc, qui jouerez-vous? Faut choisir une actrice. Qui jouerez-vous? Elliot Page. Alors, moi, j'ai des réponses parce qu'on m'a dit que je lui ressemblais, mais il faut que je retrouve comment il s'appelle. Euh, qui est un mec cis, je suis désolé. Encore des 6 qui veulent des rôles trans. Putain, C'est marrant, moi j'aurais dit Elijah Wood pour Charlie. Ah, je suis hyper chaud, je lui donne mon rôle quand il veut. Vraiment, ouais. Oh là là. Avec tellement de plaisir. J'adore. Bah voilà, ça me va. Elijah Wood, je suis chaud, il peut m'appeler. Non, Allez, Louis, on t'a cassé. Oui. non, c'est juste que je suis en train de chercher que mon clavier marche plus et que du coup mon conseil contre le ne marche plus. Que je vérifie. Ok, c'est ça. Moi, c'est Andy Samberg qui joue. Ah oui, carrément. Et parce que, ouais, on m'a dit que je lui ressemblais. Vous avez il y a un sourire en commun, ouais. Le nez aussi. Un quoi, pardon? Le nez, apparemment. Ok. Les bouclettes. Mais alors, j'ai une photo spécifique où, genre, quand je montre cette photo, les gens me disent, ah oui, je le vois, tu vois. Mais. Vous avez les mêmes lunettes. En plus, tu te photo, il a de la barbe. Je pense que si on le montre rasé, je pense que ça marche. Mais c'est Jacob Peralta, je l'aime tellement. Oui, donc voilà, c'est Jacob Peralta dans Brooklyn Nine-Nine et il a fait aussi plein de trucs pour Saturday Night Live, notamment plein de chansons parodiques avec merde, comment il s'appelle? Voilà. Il a vraiment pas la même tête avec une barbe et du coup, il te ressemble beaucoup moins avec une barbe, je trouve. Oui, mais là, regardez-moi ça. Regarde sans barbe, genre. Sans la barbe, c'est le nez, les lunettes, là, le sourire un petit peu, ouais, les muscles du sourire, là, oui. J'ai la vision. Oui. J'ai la vision. Surtout là, mais surtout, regardez, Louis sourit. Voilà. Vous ne le voyez ça pas, marche. pardon. Attends, mais attends, je remets l'image et comme ça, pour le teaser, on peut montrer aux gens. Vas-y, Louis, fais la pause. Fais la pause. Bah, c'est parfait, là. Voilà, c'est la même personne. Mais surtout que dans Brooklyn Nine-Nine, en fait, il a un peu ses cheveux bouclés qui tombent sur le haut de sa tête comme moi, en fait. Donc, du coup, genre. Donc, non, mais voilà, on m'a dit que je lui ressemblerais. Et du coup, moi, ça me va très bien. Genre, fun fact, on avait fait avec des potes un test à la con pour savoir quel personnage de Brooklyn Nine-Nine on serait. Et genre, je suis en mode, oh, je suis sûr que je suis Jake, mais genre, vraiment cool. Et je suis tombé sur Boyle. Et on m'a fait qu'est-ce qui est le plus Boyle de vouloir être Jake mais de ne pas l'être. Et je c'est très vrai. Vous m'avez eu. Voilà. Mais non plus, voilà. Moi, j'avais fait un test et j'étais le Captain Holt et j'étais vraiment ravi de cette situation. Ça te va très bien. J'ai une réponse. Alors ne hurlez pas tout de suite au scandale, mais si on faisait un biopic sur ma vie, moi je voudrais que ce soit Timothée Chalamet qui incarne mon rôle et que attends c'est pas fini et que en milieu de tournage il pète son putain d'œuf et qu'il transitionne et qu'elle transitionne bordel. Tu vois, c'est le piège parfait. C'est tout force femme ça moi. J'y crois, j'ai la vision. Ok. J'ai pas de réponse pour moi.
aucune de vous veut être jouée par Abigail Thorne, parce que sachez que j'ai regardé House of the Dragon, du coup, la semaine dernière, j'ai binge House of the Dragon, et j'ai pété mon crâne en voyant le personnage de Abigail Thorne, qui est formidable, elle est trop fun. Je serais extrêmement honorée d'être jouée par Abigail Thorne. Et bah voilà, son personnage est incroyable, sauf que moi au début je l'avais pas reconnu parce enfin, elle a full Ouais. wig, maquillage, costume et tout ça, évidemment. Et du coup, j'envoie juste un message à mes potes en mode regardez-moi cette énorme lesbienne dans House of the Dragon. Et c'est mes potes qui m'ont dit mais oui, c'est Abigail Thorne. J'étais en mode quoi? Et effectivement, une fois qu'on le sait, on la reconnaît vraiment bien et elle est trop fun dedans. Du coup, ouais, enfin, Jenna, si tu étais dans cette situation, je pense que ça serait un fun choice. Du coup, elle l'a joué, ou elle va jouer dans un Star Wars. Elle a joué dans The Acolyte, dans des épisodes que j'ai pas encore vus. Et je suis triste parce que bon, le début de la série, je le trouve gentil, un peu long, mais très beau. Et je viens d'apprendre qu'il n'y aura pas de deuxième saison. Et que Disney a cédé à la pression des connards qui supportaient pas que Star Wars soit joué par des femmes et des personnes racisées. Je suis un peu triste. Et The Acolyte me fait penser qu'il y a aussi quelqu'un dont je veux bien qu'elle me joue quand elle veut, ou qu'elle fasse ce qu'elle veut. C'est Carrie-Anne Moss. Il y a Carrie-Anne Moss qui joue dans The Acolyte. Oh oui. Et qui joue une vieille Jedi. Et vraiment, elle a été embauchée. Je suppose qu'il y avait le budget pour avoir Carrie-Anne Moss sur un épisode. Et sur la foi de... elle refait un Matrix, mais en tenue de Jedi, quoi. Et c'était très, très beau. Et bref, je veux bien. J'ajouterais que si vraiment je dois choisir une actrice, c'est sans hésitation Jessie James Keitel, qui est une actrice trans qui a joué dans la série Star Trek Strange New World et qui joue un personnage tellement génial, mais tellement génial. Je l'ai vu dans l'épisode, je suis tombée amoureuse du personnage et pas que. Et j'étais dégoûtée de pas, parce que ça devait être un personnage qui devait possiblement revenir. Et elle n'est pas revenue dans la saison 2. Et donc là, la saison 3 sort début 2025. Et je vais être cramponnée en me disant chaque épisode, elle revient, elle revient, elle revient, elle revient. Elle est trop classe, vraiment, mais regardez Strange Worlds parce que c'est Star Trek, et regardez Strange Worlds parce que notamment il y a Jessie James Keitel dedans. C'est dans cette série qu'elle a une espèce de tatouage de serpent autour de l'œil Oui, c'est ça. Alors, je dis pas quel personnage elle incarne parce qu'en fait, ça spoil l'épisode. Mais elle est géniale, elle est géniale, elle est géniale. Enfin, voilà, désolé, fangirl mode off, c'est bon. Si je dois choisir un mec trans, je vais juste mentionner August Aiden Black qui a doublé la voix de Taylor dans Tell Me Why. Qui du coup est un voice actor, mais qui je pense pourrait faire l'acting. Et juste parce que il me ressemble pas du tout. Mais bon, il est giga BG. Ça passe au moins ça, tu vois. Et juste pour mentionner un acteur trans masque que j'apprécie beaucoup pour l'interprétation qu'il a fait du personnage dans le jeu. Oui. Mais il a un bébé. Oui, c'est vrai. Il y a des très jolies photos. Oui, c'est vrai qu'il est papa. Je chouette gars, en fait. Enfin, du peu que j'en sais. Ouais. Sans transition, quelle est votre devise? L'euro. Merci, Jenna. J'allais dire en mode on a un fronton de mairie. Non, mais tu sais, parce que t'as le What is your motto? Ouais. Et genre, je pense que, comment dire, tu vois, genre, devise en français, il y a un côté un peu plus Solennel. bureaucratique, j'allais dire, institutionnel, c'était le mot que je cherchais. Alors que je crois qu'en anglais, il n'y a pas tant ce truc institutionnel que ça, c'est plus genre ton leitmotiv, c'est quoi ton leitmotiv? C'est ça, ton leitmotiv. The world you live by. Vous avez vu Le Roi Lion en anglais?
Oh, ouais. Le, 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 euh, la première fois qu'on entend Hakuna Matata, il y a Timon et Pumba qui expliquent à Simba It's our motto. Mm. What's the motto? What's the matter with you? Yeah, it's our motto. What's the motto? Nothing. What's the matter with you? Et moi, Moto, ça me fait juste penser à Moto Moto dans Madagascar. Bien de loin, hein. Wow. T'as dit le mot bureaucratique, Louis, et ça me fait juste penser que bureaucratie, c'est un des mots que j'aime bien, pour aucune raison. Voilà. Il y a des liens entre les questions. Bon, et alors du coup, une devise. Bah, quand on veut, on peut, hein. Grosse méritocratie. You can be anything you put your mind to. Ah non, vraiment pas. J'ai une quote en anglais que j'ai notée quelque part, mais après, genre, je suis le genre de personne qui adore genre, prendre des bouts de phrases et les garder et les noter. Mais je sais pas comment la traduire, le This too shall pass. Ça aussi passe. Enfin, tu sais, le traduire par ça aussi passera. Ça aussi, ça passera. aussi, ça va. C'est ça aussi, ça finira par. Ça, ça. Mais du coup, ça va aussi ça va autant pour les moments douloureux que pour les moments joyeux, tu vois. Enfin, comment dire. Je trouve la puissance du truc, c'est à la fois l'état de, si t'es dans un moment où ça va pas du tout, c'est le truc qui te fait te dire que genre ce n'est que temporaire et que ça va aller mieux. Et dans les moments où ça va bien, c'est le truc qui te rappelle qu'il faut en profiter. Oui. J'ai un truc pour le coup. Et ça sera probablement ancré dans ma peau d'ici quelques mois, je pense d'ailleurs. C'est en fait une ligne d'un poème de Dylan Thomas qui s'appelle Do Not Go Gentle into That Good Night. Je sais pas si vous connaissez. Si, mes ex avaient ça tatoué sur les côtes. C'est le poème dans Interstellar. Ouais. Voilà, et moi c'est vraiment la deuxième ligne qui résonne énormément avec beaucoup de choses, qui est le rage against the dying of the light. Oui. Et je pense que jusqu'au bout ça sera ça. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage against the dying of the light. The wise men at their end know dark is right, because their words had forked no lightning. They do not go gentle into that good night. Good men, the last wave by, crying how bright their frail deeds might have danced in a green bay. Rage against the dying of the light. Wild men who caught and sang the sun in flight, and learned too late they grieved it on its way. Do not go gentle into that good night. Grave men near death, who see with blinding sight. Blind eyes could blaze like meteors and be gay. Rage against the dying of the light. And you, my father, there on the sad height, curse, bless me now with your fierce tears, I pray. Do not go gentle into that good night. Rage against the dying of the light. Ouais, c'est un très beau poème. J'aime beaucoup Interstellar et je trouve que ce poème ajoute vraiment quelque chose au film et qui rythme bien le film Oui. aussi. Et la voix c'est Michael Caine qui le récite. Ouais. Heureusement que tu as parlé d'ancrer dans la peau parce que moi j'étais en train de chercher, vraiment je trouve pas mon premier tatouage, littéralement, qui se trouve sur mes côtes et dont j'ai également un petit encart offert par Truel au-dessus de mon ordinateur.
C'est moi un poème qui se trouve dans un livre de Tolkien sur la prophétie du retour du roi, et c'est la ligne tous ceux qui errent ne sont pas perdus, ou dans sa version anglaise, Not all those who wander are lost. Et c'est ma bio Twitter depuis 12 ans que je suis sur Twitter. C'est sur mes côtes depuis mes 18 ans et j'avais oublié qu'elle existait. Donc voilà. Voilà pourquoi je ne peux pas me faire confiance. C'est une belle phrase aussi. Il y a des personnes, enfin, il y a un film notamment avec quelqu'un, je crois, qui se fait tatouer des choses sur la peau pour pas les oublier. Memento. Merci. Et t'arrives quand même à pas t'en souvenir. Bravo. Mais dans Memento, il se les tatoue à des endroits où il les voit. Et les côtes, c'est pas pratique. Bah, je vois mes côtes assez régulièrement quand même. Mais... Oui. Ou tu sais, se faire tatouer un poème dans le dos, tu le reverras jamais, quoi. C'est un peu ce truc de genre, quand c'est ton premier tatouage, et en plus, c'est un endroit où tu le vois pas forcément. Enfin, genre, mon premier tatouage, pareil, c'était sur les côtés. Genre, j'oublie qu'il existe, genre, la majorité du temps. Des fois, je le redécouvre, je me dis, il est là. Genre, ouais, du coup, en vision périphérique, dans le miroir de la salle de bain, c'est merde, j'ai un truc sur l'épaule. Ah non. Mais c'est marrant parce que, en parlant de tatouage, ça me fait penser que je m'étais dit, jamais je me ferais tatouer des mots. Et après, je dis, Boucard, encore tatoueuse incroyable que je vais mentionner, je pense, à chaque épisode, a sorti des flashs qu'elle appelle des talismans. Et en gros, le principe, c'est qu'elle les tatoue sur plusieurs personnes. Et que du coup, en fait, c'est un peu genre des trucs pour connecter les gens entre eux. Et du coup, j'en ai un c'est marqué Sorry, not sorry, I've got anxiety. Et qui est mon deuxième tatouage, du coup. Et que j'ai rencontré genre 2 autres personnes qui l'avaient. Et du coup, c'est assez marrant de rencontrer des gens qui l'ont aussi. Et elle en a plusieurs comme ça. Il y en a un qui est You Are Enough, que je pense me faire tatouer. Et donc, ah oui, pardon, j'ai traduit aussi des os pas des joues, j'ai de l'anxiété. You Are Enough, tu es assez, dans le sens où genre, tu n'as pas besoin de faire plus. Et il y en a un qui est Kindness Will Save the World, c'est la gentillesse va sauver le monde. Et pareil, celui-là, genre, je pense me le faire tatouer à un moment donné sur genre le pied. Et parce que je me dit que ça allait être un truc qui allait manquer. Genre, voilà. Ça va t'ancrer, lol, avec de l'encre. Beaucoup de double sens dans cette... Oui, la plupart des phrases qui me touchent, j'ai envie de les marquer dans la peau aussi, ouais. Moi, je saurais pas dire, c'est plus le sens que la phrase elle-même, mais quelque chose comme be kind, pour reprendre ce que tu disais, Louis. Et la version longue de ça, c'est tu t'apprêtes à faire quelque chose, qui est-ce que ça sert et qui est-ce que ça blesse? Réfléchis aux conséquences de tes actions. Et ça peut vraiment servir partout, tout le temps, en fait. Et l'autre, qui est plutôt une explication sur regarder les gens fonctionner, c'est quand on a un marteau dans la main, tous les problèmes ressemblent à des clous. Et essayer de se forcer à réfléchir à d'autres outils que ceux qu'on a dans la main. Et pendant que je cherchais, pendant que j'arrivais pas à trouver donc ma phrase évidente, j'en ai eu une qui m'est revenue en tête, qui est parmi les quelques mots norvégiens que j'ai retenus de mon passage en Erasmus là-bas. C'est une expression qui dit ting tar tid. Ça veut dire les choses prennent du temps. Et du coup, la traduction un peu plus correcte, c'est toutes les bonnes choses prennent leur temps, quelque chose comme ça. Et ça, c'est un truc qui me paraît hyper évident aujourd'hui et que je suis content d'avoir eu en tête parce que c'est assez rigolo comme en norvégien, c'est ting, tar, t, donc c'est 3 T. Je sais pas pourquoi ça revient vraiment facilement le t, t, t dans la tête et ça martèle bien et je trouve que c'est un bon process par lequel faire sa vie et prendre son temps aussi
quand on est pressé que des choses arrivent et en fait, toutes les bonnes choses arrivent à point. Ouais. C'est le voyage, pas la destination. Et ça fait penser, ça contredit, je trouve, l'idée de la téléportation. Oui, je sais pas vous le dire, genre moi j'aime bien le voyage, enfin même si je suis mal dans les transports, genre il y a un côté où genre j'aime bien quand même la pause que ça fait des fois dans ma vie Oui. de Ouais. me déplacer physiquement. Ça, c'est un truc que je fantasme depuis très longtemps, l'idée de prendre un très long train. Il y a des lignes de train comme ça, il y en a une qui traverse l'Écosse, il y en a une qui traverse le Canada, il y a l'Orient Express, le Transsibérien. Tu vas prendre une semaine de train. Et finalement, la destination importe peu. Ça, c'est beaucoup trop pour moi parce que, genre, vraiment, moi, le max que je peux faire, c'est genre 5 heures dans un train. Et après, sinon, c'est genre, il faut que je bouge ou genre je suis malade ou voilà. Mais, genre... Ouais, j'ai adoré faire là, pendant les vacances. Je suis allée faire un petit saut aux Pays-Bas en passant par l'Allemagne. Et donc, depuis chez moi, il y avait entre les 7-8 heures de train allemand, plus encore 2 heures et un bout de bus, parce qu'il faut du coup traverser tous les Pays-Bas d'est en ouest. Et on m'avait dit, non mais attends, en plus, pas pour le temps que tu y vas, ça fait beaucoup de transport. Et quel est le problème? J'étais assise dans un train, c'est des trains régionaux, donc t'as pas des masses de monde en fait. Et puis j'avais des choses à lire, j'avais des choses à écouter, j'avais ma tablette, c'était trop bien en fait. Ouais. Et un rythme avec des coupures parce il y avait 2-3 changements, mais c'est bien en fait. C'est vraiment, c'était doux et c'était doux à l'aller, c'était doux au retour. C'était vraiment, je voyais absolument pas le problème à faire ça. Ouais, c'est que des bons souvenirs. Ouais. Quelle est l'expérience la plus romantique que vous ayez vécue? Je vais essayer de faire deux réponses rapides à ces deux choses que j'ai partagées avec Pau. La première, c'était il y a 2 semaines. Pau est parti pendant 3 jours et demi, 4 jours à voir sa famille. Et du coup, j'avais l'appartement pour moi. Et je lui ai envoyé des messages régulièrement pour en fait, lui dire ce que je faisais, lui raconter un peu quoi. Et pour l'essentiel, les messages que je lui ai envoyés, je lui ai montré genre quelques cartons que j'avais bougés, j'ai brodé, des choses comme ça. Et quand elle est revenue, j'avais déménagé une partie du salon, réceptionné un nouveau plan de travail pour la cuisine, découpé, poncé, verni, et commandé un très gros robot de cuisine violet posé dessus. Et donc quand elle est venue, la cuisine était différente. Techniquement un mensonge, mais pour ménager cet effet-là, en me disant que sur les petits trucs que je faisais, elle était déjà très contente. Mais que quand elle arrivait, il y avait vraiment un truc d'émerveillement en plus, en fait. Et dans un registre similaire, dans la lointaine époque où il était acceptable d'être fan d'Harry Potter, Pau avait organisé un voyage à Londres pour moi. En train, on avait elle avait prévu un hôtel à thème et un restaurant à thème et la visite du musée, des studios et plein de trucs comme ça. Et donc ces trucs-là, je les savais, on en avait parlé et tout, mais c'est Pau qui avait organisé. Et on est parti en Eurostar. Et quand on est arrivé à notre place dans l'Eurostar, il y avait une lettre d'Hogwarts qui m'était adressée, qui était écrite par Pau. Et c'était vraiment magique.
C'était très fort. J'ai vraiment une question logique. Comment c'est possible? Je... T'as jamais voulu savoir parce que tu voulais pas briser un truc ou je demanderai à Pau. Assez probablement, il est probable qu'elle était juste devant moi dans le train pour aller chercher les places, en fait. Et c'était tellement hors des possibilités que j'étais pas là en train de guetter, tu vois, ce qui se passait de mettre devant moi. Et c'est juste ouvrir la tablette du train et d'avoir la lettre qui tombe, quoi. C'est... voilà. Je demanderai à Pau quand même. Oui, il faut pas hésiter. Je sais pas. Je réfléchis. Je suis sûr que Mickey a plein de choses à nous raconter. C'est une histoire avec des bagues en bois et en résine. C'est en fait, je crois que je peux pas citer une expérience particulière parce que ça fait un peu plus de 2 ans que c'est un continuum. Et je crois que c'est... Il y a un truc qui m'avait marqué, que tu m'avais dit d'ailleurs, Jenna, il y a peut-être une petite année de ça, où tu disais, mais quand on a eu des relations compliquées qui ont pu nous abîmer, il y a tout à coup là, cette personne qui arrive et qui rend les choses tellement parfaites, tellement belles, tellement... incroyable que c'est peut-être que ce décalage là joue dans cette immense voilà ce truc. Je trouve même pas les mots pour qualifier ce que je vis, mais j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai le sentiment qu'en permanence je suis accueillie pour qui je suis. Et il y a... Ça n'empêche que, voilà, sur certains points, on va avoir besoin de parler, de communiquer, Mais globalement, à chaque moment, depuis un petit peu plus de 2 ans qu'on est en relation, c'est vraiment un continuum de moments que j'aurais pas imaginé, de choses en fait pour moi ça voilà, même en fantasmant un peu une relation, ça pouvait pas être aussi beau et c'est vraiment génial. On a eu, allez, je vais citer un moment là de cet été parce que je crois que on était au mariage de mon frère et le mariage de mon frère c'était un moment voilà, mariage assez classique et Nathanaël était invité, et puis mon plus jeune fils était un peu malade. Et il est venu, donc le petit, il est venu s'allonger, et il a demandé à pouvoir s'allonger sur moi et sur Nathanaël en même temps. Et donc il avait sa tête sur les genoux de Nathanaël, et puis son corps sur mes genoux. Et on a passé, je crois, presque 3 heures comme ça, à se regarder, à se dire des choses qui étaient vraiment très très profondes parce que ça touche à nos histoires personnelles, à nos histoires familiales. Enfin, et alors ce petit bonhomme qui était là, de se dire ouais, là il y a ce sentiment qu'on est en train de constituer un couple, c'est une évidence, mais qui a un noyau familial qui est en train de se créer là. Et waouh, enfin je veux dire c'est voilà, désolée. C'était trop beau. Très bien. Mais ouais, c'est... et je dis ça alors que j'ai d'autres partenaires qui sont super, qui sont géniales. Et puis il y a lui. Et voilà, je pense que j'étais pas prête. Et je pense que je suis encore pas prête pour tout ce qui va venir parce que c'est bien. Et en même temps, je crois que pour le coup, j'ai pas ce petit truc, cette petite voix lancinante qui peut arriver dans d'autres moments de ma vie où je me dis
ah, à un moment, ça ira pas, ou tu le mérites pas, ou voilà, c'est non en fait ça, c'est pour moi et je veux le vivre pleinement, et c'est pour ça qu'à un moment je vais beaucoup rage against the dying of the light, parce que pour le coup ça vaut vraiment la peine d'être vécu ces moments-là. Ouais. Il y avait un enfant qui faisait la sieste sur vous et c'est littéralement un kidnapping. J'aime beaucoup. Moi, je pense que j'ai pas beaucoup de moments très arrêtés en tête. Enfin, j'ai rien qui me vient comme ça d'un moment très précis. Juste, je pense que je vibe avec euh, le partage de petites choses et de petits détails du coup, très vie quotidienne, très oh tiens, j'ai pensé à faire tel truc à manger ou j'ai acheté tel chocolat parce que je savais que tu venais et que ça allait pas et du coup j'ai pris ça. Ou oh, viens, regarde, ce soir, je sais qu'il y a la lune qui est belle, viens, on sort et on va la voir. Et du coup, voilà, c'est plus des petits trucs comme ça qui me viennent. Il y a un très joli poème qui s'appelle comme ça, à propos de la pleine lune, dans Ah une ouais? histoire polyamoureuse. Ça, c'est étonnant. Alors, tu veux dire qu'il y a des gens polyamoureux qui écrivent sur la pleine lune? Comme si j'avais pas moi-même écrit 3 poèmes sur la pleine lune et à quel point j'étais amoureux d'elle pour m'en servir comme d'une métaphore pour dire à des partenaires que je les aimais dans ma vie. Franchement, waouh. J'ai jamais osé montrer à mes partenaires les poèmes que j'ai écrits pour les chansons. Ok, je le mets de côté, je vais l'enregistrer après l'épisode. C'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai pas eu beaucoup de temps de relation que ça. Ouais. Et je pense que genre le geste le plus romantique qu'on fait, c'est genre un partenaire qui qui avait jamais cousu, jamais rien fait de sa vie et qui pour Noël m'a cousu une peluche renard de genre A à Z. Euh, ou un moment, enfin c'est pas vraiment un moment romantique, mais c'est un moment auquel je me rapproche. Euh, on sortait du resto avec d'autres copains et ça parlait de monter son studio de vidéo et moi j'ai regardé dans le vide à un moment donné et, il m'a regardé et j'ai fait mais en fait ça me fait juste penser, enfin, genre ça m'a fait penser à Amélia parce que enfin, c'était ça qu'on devait faire, tu vois. Et le réflexe immédiat, ça a été de me prendre dans ses bras. Alors que, enfin, genre, je sais pas si, enfin, je sais pas si j'en ai spécial, enfin, j'ai pas forcément mentionné ça de manière, comment dire, enfin, je savais pas que j'en avais besoin avant qu'il me le fasse. Et alors, du coup, un autre truc qui est, genre, que je trouve romantique, mais qui est pas avec une personne avec qui je suis en relation romantique, c'est que quelqu'un m'a dit partout où je serai, tu seras chez toi. Et c'est le cas, parce que je suis chez elle actuellement. et que je ne pourrais jamais lui en être assez reconnaissant. Ça me rappelle tant que j'aurai un visage, t'auras un endroit où t'asseoir. Différents mots. C'est pas mal de réaction. Mais je pense que vrai, alors, pour être le vrai moment le plus romantique dans le sens, genre dans le visuel et tout ça que j'ai vécu, c'était vraiment ton mariage, Jenna. Et parce qu'à ce moment-là, en fait, genre j'étais, genre, en plus, genre c'est un truc où genre j'étais vraiment dans je savais qu'une de mes relations allait se terminer et j'étais dans le déni, je me dis c'est pas grave. Euh, et, euh, et,
Et genre, c'est là où genre, j'étais en mode, genre, j'ai vécu ce truc d'être dans des relations polyqueer avec des gens très chouettes et que genre, j'aime très fort et que du coup, bah, genre, et du coup, genre, j'étais en mode, je m'en fiche, genre, tout pourrait s'arrêter demain, c'est pas grave parce que ce moment-là, maintenant que je vis, genre, genre, je suis le plus heureux et par les relations que j'ai et par le contexte de genre des gens heureux qui sont en train de se marier, et plein de gens queer et poly autour qui sont heureux que ensemble. Et voilà, je pense que c'est probablement le moment le plus romantique que j'ai eu. Ouais, ça débordait quand même Non mais c'est vrai, ce mariage qui débordait d'amour, de belles personnes. Et j'étais là avec mon chéri, donc j'étais en plus dans une bulle dans la bulle, quoi. C'était génial. J'aime bien qu'on ait laissé cette trace-là, en fait. En plus d'1 an après, ça reste comme un moment magique. Et c'est toujours vrai. Ah, il y a une vibe qui reste indéniablement. C'est vrai que moi, j'ai participé à 2 mariages là en 2 ans. Et les 2 ont été des moments vraiment propices à ce que, bah, avec mes partenaires, on soit déjà on est au top de nous-mêmes en termes esthétiques et c'est toujours, enfin ça grave beaucoup plus, je trouve, les souvenirs dans la tête. Et du coup, bah oui, enfin toute la vibe d'amour, toute la vibe de bienveillance, toute la vibe, voilà, on est très beau, on s'aime beaucoup, c'est vraiment super et bah ça reste aussi. Ouais. J'étais en train de chercher si j'avais des choses romantiques à raconter sur d'autres partenaires. J'aime beaucoup. Pau participe pas à tous les épisodes, mais Pau est dans tous les épisodes. Et il y a une phrase que j'ai, donc qui est une de mes devises, qui vient d'un film, qui est une comédie musicale, qui s'appelle Les chansons d'amour. Et cette devise, je l'ai utilisée avec quelqu'un qui n'était pas encore ma partenaire et qui est devenu ma partenaire quelques jours après. Et je pense que cette devise a joué, du coup. Parce que elle m'expliquait qu'elle n'était pas prête pour une relation. Et moi, j'ai expliqué que ça faisait 2 ans que je patientais. J'étais pas pressée, quoi. Et la devise, c'est aime-moi moins, mais aime-moi longtemps. J'ai pas besoin d'un truc passionnel et qui brûle et qui s'arrête. J'ai besoin de stabilité. Et voilà. Et les chansons d'amour est des très belles histoires. Entre autres. Il n'y a pas que ça dedans, mais voilà. Je vous aime tellement, je vais pleurer. Alors, du coup, changement complet de vibe, c'est la dernière. Voilà. Comment est-ce que vous voudriez mourir et sous quelle forme vous... Ouais. C'est 2 questions en une, parce qu'elles se terminent par comment voudriez-vous revenir? Sous quelle forme voudriez-vous revenir, pardon. Peacefully. Sereinement. J'ai toujours pas peur de la mort, mais j'ai pas du tout envie de souffrir. Et comment précisément, pour avoir passé pas mal de temps par le passé à beaucoup y réfléchir de manière très concrète, à un étouffement à l'azote. Ah ouais, spécifiquement. C'est tout ce que j'avais trouvé qui était à la fois indolore et qui laissait pas de taches. Mais du coup, et ça c'est mourir plus pour de vieillesse, non. Alors oui, ça c'est la meilleure option, mais même de vieillesse, c'est pas forcément sans douleur en fait.
Hmm. Donc ça peut être calmement, sereinement et dans mon sommeil. Et ça, c'est parfait. Mais si c'est pas le cas, à ce moment-là, j'aime autant ne pas laisser de trucs horribles pour les gens autour de moi. Voilà. Et comment revenir? Je suppose en Force Ghost. Donc une apparition translucide bleue qui vient pour donner des conseils de sagesse. Et probablement me plaindre, me dire mais je suis enfin morte, laissez-moi me reposer quoi. Tu t'es pas déjà translucide? Mais je suis pas bleue. Bon, avec un peu de body paint, ça s'arrange. Ouais, voilà. J'ai vu un très beau cosplay de Anakin en Force Ghost, qui était blanc bleuté avec un voile de tulle. C'était très beau. Je l'ai vu aussi. Hmm. Moi, je vous annonce tout de suite, je ne répondrai pas à cette question. Je veux bien répondre. Ouais. Je pense que je n'ai pas d'idée spécifique sur aussi concrète sur la manière comme tu le citais, Jenna. Pour moi, l'idée, c'est si je pouvais mourir sans m'en rendre compte, ce serait bien. Vraiment. Voilà. Ne pas en avoir conscience, parce que pour le coup, moi, c'est quelque chose qui me terrifie. C'est vraiment... c'est la grande peur. C'est le truc qui me quittera pas jusqu'au bout. Même si j'ai l'impression que c'est une grande peur qui est un tout petit peu moins grande maintenant. C'est-à-dire qu'elle est... Je dirais pas qu'elle est en voie d'acceptation pour la raison que j'ai cité 2 questions précédentes. Mais bon, c'est inévitable, donc faudra bien. Mais ouais, je veux pas m'en rendre compte. Et c'est singulier de se poser la question de comment je voudrais revenir, alors qu'en l'occurrence, je crois fermement que il n'y a pas de retour. Mais si vraiment le truc peut-être, on va dire, le plus rationnel pour moi dans l'idée que la mort ne serait pas une fin en soi, ce serait l'idée que étant un être conscient aujourd'hui, j'ai pu l'être auparavant sans aucun lien en fait. C'est-à-dire j'ai pu être une conscience sans être qui je suis aujourd'hui, et que donc je pourrais l'être à nouveau. Et il y avait un truc de se dire voilà, cet événement étant arrivé une fois et l'univers ayant l'air d'être à peu près infini, bon pourquoi pas une autre fois. C'est peut-être ça en fait l'idée du retour, c'est d'autres moments à être, mais sans lien entre cette existence et les suivantes ou éventuellement les précédentes. Je voudrais revenir sous la forme d'une chatte domestique. Ah oui, mais ça c'est à peu près aussi cheaté que ce que je proposais comme super pouvoir tout à l'heure. Je pense que c'est assez naturel de vouloir mourir sans douleur, sans le sentir au maximum ou quoi que ce soit. Moi, je veux mourir sans regret. Euh, et sur la façon de revenir, franchement, je crois en rien. Alors, c'est pas. Si je reviens réincarné, peut-être pas sous la forme d'un humain parce que chiant. Beaucoup de responsabilités.
Si je peux être incarné en poisson, tu sais quoi, enfin franchement en éléphanto, débrouillez-vous, En faites ce que vous avez à baleine. faire. Ouais, bah, en baleine ce serait le nec plus ultra, on est d'accord, mais franchement je serais heureux d'être un gardon, donc enfin faites-vous plaisir. Et, euh, et oui voilà, mais je suis d'accord que c'est assez spécial de se poser cette question quand t'as passé beaucoup de temps à littéralement te demander comment tu pouvais mourir pendant des années et à savoir exactement comment tu voulais mourir aussi. Et aujourd'hui d'arriver à une sorte de point où tu es en mode bah en fait je veux pas trop. Là je suis pas trop chaud. Oui. Ça va clairement bien donc si on pouvait éviter ce serait cool aussi, hein. On a le temps. Les choses ne sont pas pressées. Ting tartid, la mort aussi. C'est bien qu'on soit raccord là-dessus. Ce qu'on dit voilà, la fameuse question de que dit-on au dieu de la mort? Not today. Not today, on est d'accord. Mais c'est peut-être ça qui est fort en fait, pour moi d'avoir ça comme grande peur et pourtant d'avoir il y a quelques années considéré clairement l'option d'y aller quand même. Je crois que c'était finalement un bon électrochoc du fait qu'il y avait peut-être d'autres pistes. Si on a fini les questions là, c'est ça? On a C'est une fini. très tout à belle fait. conclusion. Très bien. Je tiens à dire à nos auditeuristes que leur on finit d'enregistrer, il est minuit 1 déjà pour commencer. Donc on a vraiment des horaires d'enregistrement catastrophiques. Cet épisode va être un peu long mais tranquille, c'était le cas de toute la série donc ça fait sens. Et est-ce que vous voulez que je vous montre ce que j'ai dessiné pendant que qu'on parlait? Parce que c'est pas que je vous écoute pas, hein, c'est juste classique, hein, on dessine parce que ça occupe. Alors au début j'ai commencé par des petits personnages de BD comme ça, ils sont mignons. Ils regardent la lune, c'est chouchou. Oh oui. Et c'était avant qu'on parle des trans qui écrivent des poèmes sur la lune, donc voilà, là c'est deux chiens qui regardent la lune, ils sont très mignons. Et après, là sur la fin de l'épisode, j'ai été inspiré parce qu'il y a 3 ans, j'avais dessiné un autoportrait de moi sur un post-it qui ressemblait à ça. Ok, Ok. trop bien. Et donc là, en me regardant dans la caméra, j'ai fait Waouh. un autre autoportrait Trop de moi. bien. L'upgrade. Ouais, Oui. Ah, mais le niveau, le débat. J'ai une sale tête. Mais voilà. ça fait penser à Elijah Wood, spécifiquement dans Sin City. C'est les reflets dans les lunettes. Ouais, bah, j'avais la flemme de dessiner des yeux, donc ça m'arrangeait d'avoir des lunettes dans lesquelles il y avait un reflet d'ordinateur. Voilà. Je fais une confidence très rapide. Quand je parle à des personnes et que j'explique que moi j'étais au départ, je pensais pas être bisexuelle et puis voilà, je suis tombée amoureuse de mon chéri et je me posais un peu la question de plus il va aller vers des traits masques, plus et comment ça va se passer pour moi. Et à un moment, assez vite après ça, je me suis dit mais en fait t'es conne. Tu trouves Charlie hyper canon, hyper craquant. Donc c'est que voilà, c'est que les traits, ça va. Moi, je suis pas un bon exemple parce Et, que je rends tout le monde homo ou hétéro selon le genre de départ, donc c'est pas Le mec est juste mais trop beau, quoi, genre. c'est exactement. ça. Mais je That's vais America. Charlie, te vous êtes citer. C'est ça, j'ai dû te citer 15 fois, je pense, depuis. Et à chaque fois, là. Oh, j'ai une autre suggestion pour jouer les- Charlie, et peut-être à une autre époque dans le biopic. C'est Gary Oldman. Je Euh, suis. Oh spécifiquement là là, oui. le Gary Oldman qui a fait Dracula. Oui. Bah, merci pour tout déjà. Et, et Oui. ensuite, pour me jouer vieux, puisque c'est mon objectif de vieil homme, c'est Mads Mikkelsen. Voilà, je n'accepterai de ressembler à personne d'autre plus tard. Donc, donc voilà, l'objectif est actuellement posé. Mais Mickey, ravi d'être un bisexuel awakening dans tout ça. Regarde, j'ai une petite plante bisexuelle sur mon bureau pour célébrer. Ah, c'est les enfants. Oh là 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 là, c'est chou. Un copain qui me les a ramenés de son voyage aux Açores, voilà. Très bien.
C'était une très belle série d'épisodes. C'est quasiment un nouveau format, tellement on est resté sur ces questions. Et parce que ça permettait de susciter beaucoup de discussions par rapport à nos habituels infodumps. Et j'aimerais bien pouvoir regarder ça. Je ne sais pas encore quoi, mais sous quelle forme ça prendra dans les prochains épisodes. Mais on apprend à se connaître en profondeur et à remplacer nos psychiatres et psychologues. C'est très appréciable. Est-ce que j'ai le droit à une réponse bonus parce que je viens de repenser à quelque chose? C'est pas un mot que j'aime bien, mais c'est un moment romantique, j'en ai trouvé un précis. Vas-y. Super. Avec mes 2 partenaires actuels, le soir où on a su que j'étais accepté, que j'allais faire une thèse, on a été manger au restaurant du coup pour fêter ça, et on s'est posé les questions à poser à son amoureux ou je sais pas quoi là, voilà. Et donc ça a effectivement enchaîné plein de discussions qui étaient hyper intéressantes, et on a fini cette petite soirée en buvant notre petit vin blanc sous la pleine lune littéralement, en train de regarder la lune d'un côté et il y avait un orage sec de l'autre avec des éclairs énormissimes dans le ciel. On était juste là posés dans un vieux square mais à passer notre meilleure vie ensemble, et c'était vraiment hyper agréable et top moment avec elle, c'était super. Trop bien. Et je pense que je peux conclure en disant merci beaucoup de m'avoir laissé vous embarquer là-dedans. Merci à toi. Ah oui, merci à toi. Ouais. C'était très chouette. C'est passé tellement de trucs entre nous et le dernier. Oui. Et il s'est passé tellement de temps aussi. Oui. Du coup, merci à vous 3. Merci Gina, avec qui on est allé boire un café un coup et que j'ai retrouvé ce questionnaire en me disant vas-y, on fait un truc. Carrément. Et puis on vous revoit une prochaine fois pour un épisode un peu plus classique d'un podcast trans, notamment l'épisode en live. Voilà, il va pas être un peu plus classique, il va être particulièrement différent parce que ça va être notre 2e épisode live, et encore une fois c'est important d'impliquer le public présent, donc ce sera pas le format habituel. Mais donc le 13 octobre, le lendemain d'Existence Inter à Paris. Donc vous avez aucune excuse pour ne pas être là, puisque vous êtes la cible, vous êtes trans, il y a l'Existence Inter, il y a un podcast trans en live à Paris. Ça fait un week-end un peu obligatoire pour un week-end thématique. Ouais. C'est ça. Bisous. Voilà, dessus. Merci tout le monde. Oui. Et à une prochaine. À bientôt. Bonne nuit. Longue vie et prospérité. Venez vibrer au rythme du podcast le temps d'un week-end. Rendez-vous au Festival du podcast les 12 et 13 octobre 2024, Paris 20e. Podcast sur scène, table ronde et divers ateliers créatifs vous y attendent. Informations et programmes sur podparis.fr. Entrée gratuite.